Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 janvier. Je vous remercie d'être fidèles à nos petites chroniques. Aujourd'hui, je vais vous parler quelque chose qui va beaucoup vous étonner, de conditions animales. N'est-ce pas? Il y a de quoi être surpris. Ce que j'observe actuellement, c'est qu'il ne se passe pas un dimanche en France sans qu'il y ait des incidents entre chasseurs et non-chasseurs. Il n'y a d'ailleurs pas que les dimanches, puisque je crois que c'est un mardi qu'à Chantilly, dans l'Oise, un incident de plus est survenu à l'occasion d'une chasse à courre. Un cerf s'est réfugié sur la voie ferrée, ça a duré plusieurs heures, les autorités ont dû intervenir, le public s'en est mêlé et s'en est ému, parce que les veneurs avaient poursuivi un malheureux cervidé jusque dans la ville. L'élu de cette commune se serait fendu d'une communication très pusillanime sur la nécessité de réguler, n'est-ce pas, les animaux. Pas de réguler la chasse, mais de réguler la faune sauvage, comme si la chasse n'était pas à l'origine des déséquilibres qui affectent la faune sauvage, notamment avec la disparition de tous les prédateurs. Alors, j'observe en France que le peuple, la démocratie, les citoyens ne parviennent pas à se faire entendre d'un pouvoir soumis, d'un pouvoir docile, d'un pouvoir servile à l'égard d'un lobby. Et le chef de l'État actuel, pour lequel je n'ai pas voté en 2017 et pour lequel j'avais appelé à faire barrage parce que j'avais compris quel était son milieu d'origine, quelles étaient ses amitiés et quel était son degré d'empathie à l'égard de l'arbre, de l'animal et de l'homme et de l'écologie en général, les faits m'ont donné raison et ont malheureusement donné tort à certains de mes amis écologistes, y compris certains écrivains écologistes, qui avaient espéré que ce petit jeune homme fringant, parce que jeune, ce qui ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, l'agisme est un racisme, mais parce que jeune, allait dépoussiérer la vie politique française. Vous voyez ce qu'il en est résulté, je l'avais annoncé. En fait, ce jeune homme a fêté ses 40 ans, je crois que c'était au château de Chambord, avec ses amis chasseurs et en présence de tableaux de chasse en vantant les mérites de l'art de tuer. Et de fait, il est soumis à ce lobby. Il reçoit avec beaucoup de componction le président national des chasseurs, homme tout aussi élégant que l'ex-président des États-Unis, qui, dans une de ses vidéos, indiquait qu'il avait envie de casser la gueule aux opposants à la chasse, ce qui fait tout de même beaucoup de monde en France, puisque nous sommes une immense majorité. Voilà les amis de l'actuel président de la République. Bon, et les amitiés, ça en dit long sur ce qu'est une personne. Bien, donc tous les dimanches, les Français sont importunés par la chasse, par son insécurité, par l'arrogance de ces hordes de tueurs qui parcourent les campagnes motorisées, ces valeureux sportifs qui vont d'un parking de chasse à l'autre pour traquer les animaux qui sortiront des bois et que leurs chiens poursuivent à travers les broussailles où ils ne se gardent bien d'aller d'ailleurs. Bon, alors tout ça, ça continue. Or, la chasse dans notre pays, c'est la mort loisir, et c'est une mort qui perturbe les équilibres naturels. Il n'y aura de protection de la biodiversité que lorsque ce loisir sera aboli. Je constate que 3 ours ont été tués dans les Pyrénées, des loups sont tués dans les Alpes, des lynx ont été tués dans les Vosges et dans le Jura. Qu'en résulte-t-il? Est-ce qu'il y a des poursuites? Non. Le chef de l'État, toujours lui, disait hier dans les médias que la France comptait 66 millions de procureurs prêts à dresser son procès. Je regrette qu'il n'y ait pas davantage de procureurs pour dresser les procès de ceux qui assassinent la biodiversité. Combien de tueurs d'ours, de loups, de lynx sont en prison en France? Aucun.
parce que pour nos technocrates et certains technocrates du droit, la faune, la nature, ça n'a pas une grande valeur et vaut mieux s'exciter sur d'autres sujets et laisser les arriérés et les mathurins à leurs loisirs débiles et à leurs préjugés. Non pas que les procureurs et autres techniciens du droit et administratifs ne méprisent pas profondément ces nourrins qui passent leur dimanche à traquer le cochon grillé. Ils les prennent pour ce qu'ils sont. Mais il y a une sorte de complaisance. Le bas peuple, front bas, doit faire l'objet d'une certaine commisération. Voilà, il faut les laisser faire parce que c'est comme ça. Eh bien non, la préservation de la biodiversité, c'est ce qui est essentiel dans notre temps. Et les pandémies actuelles, les déséquilibres actuels sont là pour nous le rappeler. Il est grand temps que l'homme instaure avec la nature un autre lien que celui de la destruction systématique. Alors, la chasse, parce que c'est une activité de pur loisir, doit, elle, en premier, subir cette abolition. Après, il y a d'autres mesures qui doivent être prises pour sauver la biodiversité, parce que la chasse, c'est pas l'unique agression que l'homme perpétue contre la nature. Le fait de transformer les forêts en usines à bois, en n'y mettant qu'une seule essence pour que ça rapporte plus vite, est aussi un crime contre la nature. Il faut respecter les équilibres dans les essences végétales. Il faut que la forêt reste une forêt et ne devienne pas une usine à bois, oui. Mais ça, voyez-vous, ça touche à la rentabilité, à l'argent, au fric, à ceux qui exploitent les forêts. Tandis que la chasse, ça ne fait vivre personne. Ça ne fait que assouvir des loisirs malsains de gens sadiques qui aiment passer leur temps, leur ennui à tuer, ce qui est lamentable. Il n'y a aucune considération alimentaire derrière, il n'y a aucune considération vivrière, il n'y a même aucune considération économique. C'est l'art de tuer, le plaisir de tuer, le plaisir de prendre son temps à tuer. Alors, certains me diront, bah oui, mais ça, voyez-vous, ça intéresse ceux qui pensent que la question animale est importante. Eh bien, je vous dis non, mes amis. Il n'y a pas que les animalistes pour se soucier de ce que représente la chasse en France. Les antifascistes, les démocrates, les gens qui sont attachés au respect des principes fondamentaux de la République, devraient s'interroger sur ce qu'est ce lobby qui putréfie l'État, qui entoure, qui emprisonne les chefs d'État. Vous savez que la Mitterrandie a pourri par la chasse. Je ne dirai pas les noms des 2 ou 3 personnages qui entouraient le président Mitterrand, qui ont fini plus ou moins dans le scandale, le suicide, les affaires, et qui étaient liés au monde de la chasse. Le monde de la chasse, voyez-vous, c'est un monde où on traite des affaires, au sommet de l'État, autour de l'État. Et quand je dis affaires, c'est toutes sortes d'affaires. Affaires administratives, politiques, financières, commerciales, des affaires, dans toutes les acceptions du terme. La chasse, c'est une dictature qui s'exerce sur ce pays. Voyez-vous, toutes les enquêtes d'opinion, mes amis, nous enseignent que 82% des Français veulent des dimanches sans chasse. 82%. Quel parti politique, quel courant de pensée pourrait espérer rassembler 82% des Français? Eh bien, 82% des Français en ont marre de la chasse le dimanche. 80% des Français veulent l'interdiction de la chasse à courre. Mais qu'est-ce que valent les opinions des Français face à la dictature d'un lobby féodal? C'est eux qui font les lois, c'est eux qui imposent leurs lois, c'est ceux qui transforment les présidents de la République en pantins, qui servent leurs intérêts. Donc, si vous voulez, le problème de la chasse, c'est pas qu'un problème animaliste, c'est un problème politique. Ça montre qu'il y a un divorce entre la démocratie et le poids des lobbies. Et quelle est la différence entre un lobby et une association, un syndicat ou un parti politique, qui, eux, organisent la vie publique d'une manière transparente? Il est normal que dans une société, des intérêts contraires se manifestent. Il y a des syndicats salariés, il y a des syndicats patronaux, il y a des associations pour défendre tel ou tel intérêt.
Et tout ça est transparent et légitime. Ça fait vivre la démocratie. Le lobby, ce n'est pas une association, un syndicat, un parti. C'est la mafia. Un lobby ne règne que par l'argent, par les intérêts, par les relations, par les pressions, par les petits dîners entre copains et coquins, au bar de l'Assemblée nationale ou dans les couloirs des ministères, là où les influences d'hommes de l'ombre se font. Pas de transparence, pas de débat contradictoire. D'ailleurs, le lobby de la chasse n'en veut pas. Les protecteurs de la nature et des animaux, bien que majoritaires, sont des parias. Il faut les frapper d'ostracisme. Ils n'ont pas le droit de citer dans cette société. Ils sont bannis. C'est le fascisme. C'est le fascisme, c'est-à-dire à la fois une violence physique. Je voudrais casser la gueule aux opposants à la chasse, dit le président national des chasseurs. Violence physique. Mais c'est aussi une propagande mensongère sur la nécessité de réguler les sangliers, alors que si le sanglier disparaissait, les tiroirs-caisses des fédérations de chasse se videraient, puisque c'est le dernier animal qui reste chassé abondamment en France et que c'est le fonds de commerce du lobby de la chasse. Ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait ce déséquilibre, parce que si le sanglier venait à manquer, il ne pourrait pas se rabattre sur les petits animaux qui ont disparu. Voilà, donc si vous voulez, c'est un problème à la fois éthique, moral. L'animal est un être sensible. On ne doit pas le tuer, le traquer, le mutiler, le maltraiter. Par jeu, par plaisir, à titre récréationnel, donc problème moral. On ne doit pas détruire et gérer la nature. La nature n'a pas besoin d'être détruite ou gérée. Elle a besoin d'être sauvegardée. Elle nous menace par sa mort et non par son abondance. Et problème politique. Un lobby tient l'État, bien que très minoritaire. Pourquoi et comment? Je l'ai expliqué dans d'autres occasions, mais je le refais ici pour vous, amis auditeurs. Il faut que vous sachiez que le gouvernement de Vichy, celui qui est issu de la défaite de juin 40 et de la divine surprise des Maurrassiens, ce gouvernement de la Révolution nationale a créé, par ordonnance du 28 juin 1941, sous la signature du maréchal Pétain, ordonnance publiée au journal officiel de l'État français du 30 juillet 1941, les sociétés départementales des chasseurs, devenues à la Libération, sans aucune modification autre que le nom, les fédérations départementales des chasseurs, avec adhésion et cotisation obligatoires et unicité départementale. Le gouvernement de Vichy rêvait d'enserrer le pays dans des carcans corporatistes autoritaires, conformément à la doctrine fasciste. Il a donc créé des structures artificielles de la chasse, avec une unicité départementale. Tout chasseur est obligé d'adhérer à sa fédération, il n'y en a qu'une. Et ces fédérations sont regroupées au niveau national à une fédération nationale des chasseurs. Vous avez donc une structuration pyramidale d'un groupe de pression qui est artificiellement organisé. Alors je dis que si une révolution est à faire, ce serait de détruire ce qu'a fait le gouvernement de Vichy et dire aux chasseurs, nous sommes en démocratie, vous avez le droit de vous organiser, bien sûr, mais en libres et concurrentes associations. Les gens, il y adhéreront pas. Il y aura les chasseurs de gauche, les chasseurs de droite. Chasseurs de gauche, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais les chasseurs de droite, les chasseurs extrémistes, et puis ceux qui le sont moins, et puis voilà. Et puis ceux qui ne veulent pas adhérer. Et on verrait que ce lobby ne pèse plus lourd sur l'appareil d'État, parce que ce n'est plus qu'une infime minorité, d'ailleurs en voie de régression, de disparition même, ce qui les affole. Mais les structures vichistes, issues de l'ordonnance du 28 juin 1941, leur permet d'exercer sur l'appareil d'État cette dictature de fait qui veut que la réglementation, la législation est faite pour une catégorie, une infime minorité, et que la sécurité, les libertés, les droits des non-chasseurs ne sont pas assurés.
Il m'a fallu aller plaider devant la Cour européenne des droits de l'homme qu'une loi qui imposait aux petits propriétaires fonciers non chasseurs l'exercice de choisir, que cette loi était contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour européenne m'a suivi par un arrêt du 29 avril 1999 qui a condamné cette loi française qui s'appelle la loi Verdeil. Et je me souviens que le Parlement européen, en octobre 1988, avait adopté un rapport au nom d'un député qui s'appelait M. Emo Monting. Ce rapport qualifiait la loi sur la chasse en France de loi féodale. Ce n'est pas que moi qui le dis, le Parlement européen l'a dit en assemblée plénière. Eh bien, lorsque jeune et un peu plein d'illusions, je rencontrais, ce que je ne fais plus maintenant, les ministres de l'écologie. J'ai rencontré Michel Crépeau, ça vous dit quelque chose, 1981-84, Madame Bouchardot, Monsieur Lalonde. Ces ministres nous expliquaient que quand on revendiquait la liberté pour les non-chasseurs de vivre chez eux sans la chasse, on avait sûrement raison, mais qu'on ne pouvait rien faire. Et non, ils ne pouvaient rien faire. Il a fallu que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour cette loi. Et qu'en est-il résulté? Quand la France a été condamnée, le Parlement français, évidemment, ne pouvait plus ignorer que cette loi était manifestement contraire à la liberté d'association, à la liberté de conscience et même au droit de propriété. Eh bien, le Parlement français, à l'initiative d'un député qui est devenu sénateur entre-temps, M. François Patria, chasseur bien sûr, a modifié la loi sur la chasse, a reconnu cette liberté de vivre sans la chasse chez soi, mais en assortissant cette liberté de telles entraves que cette liberté, plus que consacrée, a été semée d'embûches. Il faut que le propriétaire indique 6 mois avant un multiple de 5 anniversaires de création de l'association de chasse sa volonté de sortir de cette association. Vous n'avez rien compris, vous avez raison. C'est incompréhensible, c'est absurde, c'est malhonnête. Et le lobby de la chasse est un lobby malhonnête. Et c'est une loi scélérate et une loi malhonnête, honte à ceux qui l'ont votée. Une association de chasse n'est pas un locataire qui doit se reloger. Tout propriétaire doit pouvoir vivre chez lui selon les prescriptions de sa conscience, sans attendre un multiple de 5 anniversaires de création d'une association dont on ne sait pas quand elle a été créée. Et le gouvernement Macron, au lieu d'améliorer ce texte scélérat, l'a compliqué puisque maintenant, le retrait, en vertu d'un décret de décembre 2019, doit demander l'autorisation de retirer les terrains à la Fédération départementale des chasseurs, c'est-à-dire à ceux qui sont contre ces retraits. L'État français est bien malade face à la chasse. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Voilà. Et je devais quand même faire le point avec vous pour vous expliquer cette problématique. Alors, j'en fais pas une monomanie. C'est pas chez moi une obsession. Mais quand jeune juriste, à la trentaine, j'ai découvert ce monde-là, je croyais avant naïvement, moi qui aimais la nature, les animaux, que dans une démocratie pluraliste, on pouvait dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Et moi, en tant que démocrate, comme tolérant, pas sectaire, je souhaitais et j'envisageais un dialogue avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Mais j'ai appris, et je vous l'explique aujourd'hui, que ce dialogue est impossible. Il est impossible parce qu'on ne dialogue pas avec une féodalité qui ne veut qu'une chose, c'est frapper d'ostracisme, c'est-à-dire d'exclusion, ceux qui ne pensent pas comme eux. Voilà. Alors nous, on ne veut pas casser la gueule à qui que ce soit, pour reprendre les termes élégants d'un certain chef des chasseurs, ce n'est pas notre objet, mais je veux dire aux démocrates, aux véritables personnes pétries des principes de la République. La question animale vous est indifférente, soit, mais la liberté, les droits humains, la sécurité publique vous concernent. Alors dressez-vous contre cette Bastille qui avilit l'État,
qui la soumet. La chasse n'est plus qu'une infime minorité dans notre pays. Moins de 800 000 personnes à peu près maintenant, contrairement à ce que dit leur propagande. Et ce nombre baisse d'année en année. Alors, rétablissons la démocratie et faisons que ceux qui ont d'autres aspirations que la mort puissent également faire entendre leur voix et apporter quelque chose à la protection de la nature. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Quant à la situation de la société, elle reste évidemment très, très, très préoccupante. Parce qu'il n'y a pas que dans ce domaine-là que la démocratie ne va pas bien. C'est vrai que les citoyens se sentent de moins en moins représentés. Et c'est vraiment, j'en ai déjà parlé, l'adage de Madame Thatcher qui a trahi la pensée de ceux qui dominent le monde. There is not alternative. Et il s'arrange pour qu'il n'y en ait pas, pour qu'il règne 1000 ans. Ceux qui veulent la loi de l'entreprise privée, la loi du marché, la loi de l'économie d'abord, la loi de la concurrence, la loi de la compétition, c'est-à-dire de l'écrasement de l'homme par l'homme. C'est très, très préoccupant, voyez-vous. C'est très préoccupant parce que ça crée dans notre civilisation un malaise, qui est un malaise persistant, dont je ne sais pas comment la société guérira. Il y a la pandémie, elle vous accable actuellement, elle nous accable, c'est vrai. Et je pense, face à cette pandémie, à ce que nos anciens, à 2 ou 3 générations, ont vécu. Voyez-vous, quand en août 1914, l'Allemagne s'est ruée contre la France à travers la Belgique, les militaires allemands, le gouvernement allemand, étaient persuadés que la guerre allait durer quelques semaines, la guerre 14-18. Du côté français, c'était la même chose. On était persuadés qu'en 6 semaines, on serait tous nach Berlin, à Berlin. Ça a duré 4 ans, et des millions de morts. Hitler pensait aussi pouvoir digérer l'Europe en quelques mois. Quand on rentre dans une crise, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit autre, on espère toujours en sortir le plus vite possible, mais parfois ça dure. Des mois, qui sont bien longs. Eh bien actuellement, ce n'est pas la guerre que nous vivons, c'est une pandémie. Mais c'est aussi stressant. Et il y a des gens qui supportent difficilement ce stress. Nous les comprenons. Alors ils fuient dans la négation du fait, on ne sait rien, ou c'est ceci, ou c'est cela. Voilà. Alors qu'il faut appréhender les choses avec calme, avec sérieux, avec sérénité. Ça ne veut pas dire que ce n'est rien, c'est pas vrai. Nous sommes confrontés à une pandémie cruelle, et les médias le disent ces jours-ci. Le Covid a tué plus d'Américains que la Seconde Guerre mondiale. C'est pas rien, ce n'est pas rien. Et pour les gens qui souffrent et qui meurent, aujourd'hui, je pense et j'exprime toute ma compassion. Voilà. Mes amis, si vous voulez bien, je vous donne rendez-vous pour d'autres réflexions la semaine prochaine et je vous remercie de diffuser ces petites chroniques si elles vous intéressent. Merci de votre fidélité. À bientôt.